Quentin, la distinction entre nullité relative et nullité absolue. La nullité absolue est encourue lorsque l'on peut considérer le contrat comme étant, entre guillemets, mort-né. Bon, l'expression est assez horrible, mais elle signifie bien ce qu'elle veut dire. Une de ces conditions d'existence fait défaut. La nullité relative est encourue lorsque l'on peut considérer le contrat comme étant, entre guillemets, malade. La condition qui fait défaut est une simple condition de validité. Exemple, un vice du consentement. Deuxième différence, donc c'est la première différence, deuxième différence, la nullité absolue est encourue de plein droit. On ne demande pas au juge de prononcer, d'ordonner la nullité, mais simplement de la constater. En revanche, la nullité relative est prononcée par le juge. Le contrat existait, mais c'est la décision de justice qui le détruit. On considère que le contrat était annulable plutôt que nul. Troisième distinction, la nullité absolue peut être demandée par tout intéressé, donc par tout le monde, dès lors qu'on a un intérêt à le demander. Il ne s'agit que de tirer les conséquences d'une situation existante. En revanche, la nullité relative ne peut être invoquée que par les personnes que la loi a entendu protéger. Exemple, la partie qui a commis l'erreur, la partie qui a été victime d'un dol. Nouvelle différence, je crois que c'est la quatrième, la nullité absolue ne peut pas être confirmée. En effet, aucun événement ne saurait donner vie à un organisme mort-né. Je précise, ça ne vient pas de moi, ces expressions qui sont un petit peu particulières. La nullité relative, elle, peut être l'objet d'une confirmation, c'est-à-dire une renonciation du titulaire de l'action en nullité à exercer celle-ci. Dernière différence, la nullité absolue est destinée à protéger l'intérêt général. En revanche, la nullité relative est destinée à protéger un intérêt privé. Grand 2. Qui peut se prévaloir de la nullité? 2.1. L'action en nullité relative. En matière d'action en nullité relative, l'objectif est de protéger un intérêt particulier. De ce fait, seul le co-contractant, protégé par la règle méconnue, peut invoquer la nullité. L'autre partie, celle qui est par exemple l'auteur de la violence ou celle qui est l'auteur du dol, ne peut pas agir. De même, les tiers ne peuvent pas invoquer la nullité. Si on récapitule. Ainsi, deux petits points. Premier tiré. En présence d'un défaut de capacité, seul l'incapable ou son représentant peut demander la nullité du contrat. Deuxième tiré. En présence d'un défaut de représentation,
L'article 1156 du Code civil permet aux pseudo-représentés de soulever l'inopposabilité du contrat et aux tiers co-contractants qui croyaient au pouvoir du pseudo-mandataire de soulever la nullité relative du contrat. Donc celui qui dit qu'il a un mandat d'agir pour vendre une voiture, votre voiture par exemple, il vend votre voiture à un tiers en disant j'ai le droit de la vendre, j'ai un pouvoir de monsieur X. Eh bien, qui pourra agir? Monsieur X pourra dire bah non, je n'ai jamais vendu ma voiture, je n'avais jamais donné de pouvoir à ce monsieur. Et celui qui avait acheté la voiture peut également demander la nullité du contrat en disant bah, en fait, je m'aperçois que j'ai été floué, on m'a vendu une voiture par le biais d'un représentant qui n'avait pas le droit de vendre cette voiture. Troisième tiret, en présence d'un vice du consentement, seule la victime de l'erreur, du dol ou de la violence peut demander la nullité du contrat. Quatrième tiret, en présence d'une lésion, seul le co-contractant lésé peut demander la nullité. Nouveau tiret. En présence d'un défaut de contrepartie, seul le co-contractant protégé peut agir. Par exemple, quand le prix de vente était totalement dérisoire. Dernier tiret, en présence d'un vice de forme, seul l'assuré, le consommateur, l'emprunteur peuvent agir. 2.2. L'action en nullité absolue. La règle méconnue protège l'intérêt général. Dès lors, deux petits points. Premièrement, la nullité peut être demandée par toute personne qui y trouve un intérêt, c'est-à-dire les parties au contrat, voire, dans certains cas, les tiers au contrat. Il appartient cependant au tiers de démontrer qu'il a un intérêt légitime à solliciter l'annulation du contrat. Exemple, les créanciers du vendeur d'un objet peuvent avoir intérêt à demander la nullité de la vente pour que le bien revienne dans le patrimoine du vendeur. Vous avez par exemple quelqu'un qui vous doit 100 000 €, vous découvrez qu'il vend toutes ses affaires pour des prix dérisoires. Vous avez le sentiment fort qu'on est en train de frauder vos droits. Vous allez peut-être solliciter l'annulation des actes de vente qu'il a conclus, de manière à ce que les biens qu'il a vendus à ses meilleurs amis à des prix dérisoires reviennent dans son patrimoine pour que vous puissiez les saisir. La nullité absolue correspond, par exemple, au cas suivant. Deux petits points. Premier tiret. Inobservation des règles de forme dans un contrat solennel. Deuxième tiret. Contenu d'un contrat illicite. Vous avez vendu par exemple une partie de votre corps, un morceau de peau, on l'a vu. Autre possibilité, absence d'autorisation judiciaire quand elle est exigée. Donc, deuxièmement, les parties peuvent solliciter l'annulation du contrat, y compris lorsqu'elles sont indignes, c'est-à-dire qu'elles ont consciemment participé à l'illicéité du contrat. Cette indignité ne leur retire pas le droit d'en demander la nullité. Exemple, celui qui a acheté un bien
dans un but illicite ou immoral, peut invoquer la nullité du contrat. Vous avez par exemple acheté un lieu, on va dire une maison, pour la transformer en maison de passe et lieu de vente d'objets stupéfiants, d'objets illicites, d'armes, de drogue, etc. Et puis finalement, pour une raison X ou Y, vous décidez de solliciter l'annulation de cette vente. Eh bien, vous pouvez le faire alors même que c'est vous qui vouliez faire de cette maison ce lieu, bien évidemment, contraire aux lois. Donc cette solution est contraire au principe qu'on appelle nemo auditur en général, mais je vais vous donner toute la phrase, comme ça vous allez pouvoir la noter. Donc nemo, N-E-M-O, un peu plus loin auditur, A-U-D-I-T-U-R, propriam, P-R-O-P-R-I-A-M, donc nemo auditur propriam, turpitudinem, allégance. Donc turpitudinem, T-U-R-P-I-T-U, T-U-R-P-I-T-U, D-I-N-E-M et allégance, A-2-L-E-G-A-N-S. Ce qui signifie nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En général, quand on accomplit un acte illicite, on ne peut pas ensuite s'en servir pour demander quelque chose. Ben là, c'est exceptionnellement, en matière de nullité absolue, tout le monde, même celui qui est indigne, peut solliciter la nullité du contrat, ce qui est contraire au principe qu'on appelle généralement en droit. De manière courte, on dit juste les deux premiers mots, parce que c'est une habitude souvent de citer des proverbes latins et on ne les cite pas forcément en entier, donc on dit souvent juste nemo auditur. Troisième point, le ministère public, donc le ministère public c'est le procureur par exemple, peut solliciter l'annulation du contrat uniquement si la nullité affectant ce dernier porte atteinte à l'ordre public. Par exemple, sa cause est illicite ou son objet est illicite. Donc, je fais une petite pause pour le grand 3.